Bonjour les amis, donc comme vous le voyez, je suis revenu à ma base au pôle Nord, puisqu'avec toute cette chaleur, j'avais besoin de me mettre un peu au frais. Donc on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une synthèse donc de tout ce que j'ai appris sur la théorie de Darwin, et donc je vais vous démontrer en fait que tout ce qu'ils ont proposé, ce n'est qu'en fait qu'un tissu de mensonges et de fraude. Donc, nous allons donc commencer par en fait ce que j'avais vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'au niveau donc de l'ADN, il y a une différence entre le fait de dire que l'homme aurait 98% d'ADN en commun avec le chimpanzé, ce qui est faux, puisqu'effectivement la dernière fois j'avais dit qu'on n'avait que 5% de notre ADN qui était codant, mais avec un peu plus de recherche approfondie, je me suis rendu compte que ce n'est pas 5% qui est codant, mais 1,5%. C'est-à-dire qu'en fait, que si on analyse la molécule d'ADN, cette molécule est composée d'atomes, donc il y a plus de 5 milliards d'atomes qui composent cette molécule, et parmi ces atomes, il y a la partie codante. Donc cette partie codante, c'est ce qui permet en fait de faire le génome humain. Le génome humain, c'est une partie de l'ADN qui est codante. Et chez l'homme, donc nous avons 28 000 gènes. Sur ces entre 20 000 et 23 000 ou 28 000 selon les différentes recherches. Mais donc on va simplifier, on va dire 23 000 gènes. Donc en ce qui concerne ces gènes, sur ces 23 000, donc ils ont fait une recherche poussée. Et donc sur ces 23 000, nous avons donc 60% de gènes en commun avec donc les organismes unicellulaires. Ensuite, nous avons 30% qui est réparti selon tout le règne animal, et aussi il y a une partie en commun avec les vertébrés. Et seulement 6% avec les primates. Donc vous avez bien entendu 6%, c'est-à-dire sur 28 000 gènes codants qu'il y a dans l'ADN, il n'y a que 6% qui est homologue aux primates. Donc comment on peut dire ensuite qu'on a 98% en commun avec le chimpanzé? Pourtant c'est leur même recherche, je veux dire c'est les recherches de ces mêmes scientifiques. Je n'invente rien, il suffit de regarder les résultats de ces recherches et de les comparer pour se dire mais attendez, vous prenez les gens pour qui? De dire que c'est 98%. J'aimerais bien que quelqu'un me dise comment on arrive à ce chiffre. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui ont discuté avec moi dans mon ancienne vidéo. Donc encore une fois, je suis toujours ouvert aux commentaires, puisque souvent j'ai des détracteurs. Effectivement, quand on s'attaque à la théorie de Darwin, on se met directement la cible numéro un de tous les biologistes qui ont mangé ça toute leur vie. Mais justement, moi j'adore dialoguer avec ces personnes, puisqu'en fait ça me permet de renforcer mon point de vue et mes arguments, et j'apprends des choses, je m'enrichis de leur entêtement à vouloir défendre cette théorie alors que c'est complètement faussé. Donc effectivement, il n'y a que 6% qui ressemblent euh, aux primates dans notre génome. Et donc aussi, comme je l'avais remarqué la dernière fois, il n'y a que 1,5% de l'ADN qui est codant. C'est-à-dire les 98,5% qui restent, on n'en parle pas. Donc cette partie-là, on dit que c'est l'ADN poubelle, c'est l'ADN non codant ou qu'on ne sait pas quoi. C'est utile, mais pourtant ça existe. Donc effectivement, lorsque vous regardez plusieurs exemples du montage d'une cellule, vous voyez bien que dans cette vidéo, donc la cellule fonctionne de la manière suivante. Vous avez donc un noyau qui abrite un ADN, donc l'ADN qui a donc toutes ces informations pour pouvoir se reproduire. Donc de cet ADN qui ressort en fait de la cellule, il y a une partie informative qui est due à l'ADN codant qui est retransmise par l'ARN. Donc cet ARN sort du noyau
Et ensuite, elle permet, grâce donc à d'autres parties de la cellule, de se reproduire et donc de fabriquer des acides aminés qui vont donner ensuite des protéines qui permettra donc de dupliquer la cellule. Donc toute cette partie de transformation est due seulement à 1,5% de l'ADN. Donc c'est très important de savoir ça pour pouvoir en fait remettre en cause ces fameux 98% qui n'est qu'en fait qu'un bourrage de crâne intensif. Et quelqu'un qui ne recherche pas la vérité, ben, avalera le poisson comme j'ai dit la dernière fois. Donc ensuite, en ce qui concerne donc aussi le fameux sélacan, donc j'en ai parlé plusieurs fois aussi, donc c'est complètement incohérent vu qu'il y a eu 5 grandes extinctions massives donc des êtres animaux qu'il y a eu sur Terre, donc des différents dinosaures. Il y a eu 5 grandes phases de destruction massive et et donc, comment on peut expliquer qu'il y a eu une repopulation à chaque fois de tous les animaux, sachant qu'après la plus grande extinction massive que la Terre ait connue, et juste après cette grande extinction, donc c'est là que sont apparus les plus grands animaux que la Terre ait connus, c'est-à-dire le diplodocus et tous les grands dinosaures. Donc je sais pas à quelle vitesse ce poisson peut se transformer, mais c'est impressionnant. Puisqu'ensuite ils ont été encore exterminés, il y a encore eu d'autres espèces qui sont apparues comme la girafe aussi. Donc c'est vraiment très étonnant leur théorie, mais ce que je reproche, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Donc il y a de nombreuses fraudes aussi en ce qui concerne les hominidés. Donc les hominidés, donc c'est pour ça aussi, comme j'ai dit dans mes commentaires, si vous avez pu suivre, donc j'écris un livre sur le sujet pour répertorier donc toutes ces fraudes et toutes ces incohérences qu'on nous gave à l'école ou dans les milieux scolaires en nous disant que c'est vrai. Donc souvent les profs de SVT vous disent à leurs élèves de regarder certaines vidéos sur l'évolution. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Si. Comme par exemple cette fameuse vidéo de la baleine. Alors là, c'est le bouquet. C'est un poisson étrange, un tiktaalik. À la différence des poissons que nous connaissons, il dispose d'un cou mobile et utilise ses nageoires comme des membres. Cette créature est capable de se mouvoir hors de l'eau, là où la végétation est en pleine expansion. C'est-à-dire cet animal, c'est le plus imbécile qui existe. C'est-à-dire qu'il était dans l'eau, il avait ses branchies. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il est sorti de l'eau, il s'est transformé en tatou. Ensuite, du tatou, il s'est transformé en cheval ou en espèce d'animal bizarre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et puis après, de là, il s'est transformé en crocodile malien. Et pour se transformer en baleine. C'est-à-dire qu'au passage, il a perdu ses branchies, donc il n'arrive plus à respirer dans l'eau. Et tout ça sur quelques millions, milliers d'années, on ne sait pas trop. Sauf qu'il n'y a aucune preuve de cette existence, de cette transformation. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un tatou se transformer en cheval pour se transformer en crocodile. D'où ça sort cette idée? Ça sort tout simplement de la tête d'un biologiste qui s'appelait Darwin, donc un naturaliste qui empalait des papillons dans un livre. C'est tout ce qu'il savait faire. Et nous, on prend tout ce qu'il dit pour content.
Et c'est surtout ce qu'il a pensé que notre façon de penser d'aujourd'hui est dirigée. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer comment la vie puisse apparaître sans la théorie de Darwin, puisque c'est tellement inculqué dans la tête des gens que même si on leur prouve que c'est faux, ils n'arrivent pas à penser autrement. Ils disent que non, c'est la théorie de Darwin, point. Même si on leur dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de preuve, c'est des fraudes, il y a une incohérence au niveau de l'ADN, il y a une incohérence à tel niveau, mais ils veulent pas admettre que c'est faux. Et pourtant, c'est véritablement faux. Il n'y a aucune preuve, c'est invalidé, ce n'est pas un fait. Donc aussi au niveau de la soupe prébiotique, pendant un siècle, ils ont essayé de faire l'expérience de reproduire donc cette fameuse soupe prébiotique qui permet en fait, selon eux, de fabriquer donc des organismes unicellulaires. Pendant un siècle, ils ont tenté de faire cette expérience, ils n'ont jamais réussi à fabriquer le moindre organisme unicellulaire, jamais. Ils ont essayé pendant longtemps, mais ils n'ont jamais réussi. Ça, c'est un fait. Donc, si vous n'arrivez pas à prouver que c'est ça, bah, c'est faux. Point à la ligne. Il ne sert à rien d'insister. Et ensuite, les organismes unicellulaires n'ont jamais évolué. Heureusement, puisque si les organismes unicellulaires évolueraient, eh ben, on n'existerait plus, tout simplement, puisqu'ils sont essentiels à notre survie. C'est-à-dire que les bactéries dans notre corps sont des organismes unicellulaires. S'ils s'amusaient à évoluer, bah, on mourrait sur le champ, puisqu'ils sont essentiels à notre survie, pour la digestion, pour plein de trucs dans notre corps. C'est pareil aussi pour le plancton qui se trouve dans l'océan. Si eux, ils s'amusent à devenir un être macroscopique, c'est-à-dire à changer de forme et devenir un animal complexe, multicellulaire, eh ben, on n'aurait plus d'oxygène et on suffoquerait. Donc tous les organismes unicellulaires, comme la levure par exemple. La levure est un organisme unicellulaire qui sert à faire tous les alcools, le vin, la bière. Donc ça existe depuis des millions d'années et on l'utilise depuis que l'homme existe pour faire de la bière. Donc si la levure évoluerait, bah, il n'y aurait plus de bière. Ça gênerait beaucoup de personnes, croyez-moi. Donc voilà, pourtant c'est un fait. Donc les organismes ont un message dans leur corps qui permet en fait de s'adapter à leur environnement. Il peut y avoir une adaptation à l'environnement, c'est-à-dire que chaque espèce essaie de s'adapter au climat, donc à différents paramètres qu'il peut avoir dans son environnement, mais cette espèce ne va pas changer et ne va pas se transformer en quelque chose qui n'est pas programmé pour ça. Parce que oui, c'est une information qu'il a dans son ADN. Donc les informations sont déjà là, et ensuite, l'espèce que l'animal, selon son environnement, donc va favoriser tel ou tel gène qu'il a déjà dans son corps. D'ailleurs, l'homme possède un gène, donc le gène MIR, quelque chose, voilà, je vous le mets en, en capture d'écran. Donc ce gène-là est unique à l'homme, ça n'existe pas nulle part chez aucun autre animal. Donc ça prouve bien que l'homme est une espèce privilégiée. Donc c'est impossible que la création ait apparu de façon évolutive comme essayer de faire passer en force Darwin, puisque ça se revoit pas dans la nature. Donc ça se voit pas qu'un organisme unicellulaire se transforme en quelque chose de plus complexe, ça s'est jamais vu, ça s'est jamais prouvé, et heureusement encore une fois. Et aussi chaque espèce peut en fait s'adapter à son environnement, mais restera toujours la même espèce, ça c'est très important. Donc ensuite, comment les espèces sont apparues? Donc il y a plusieurs facteurs. Donc il y a le facteur effectivement que nous sommes en fait tout simplement des êtres qui ont été amenés sur Terre d'une façon extérieure, ou aussi on peut émettre donc que l'univers est une grande simulation euh, informatique entre guillemets et qu'on apparaît subitement sur telle ou telle planète. Donc c'est une possibilité où il y a une divinité suprême qui peut donc être omniscient et faire ce qu'il veut de tout l'univers, donc faire apparaître tel ou tel animal. Ou, encore une autre possibilité, c'est qu'il y a des races extraterrestres qui peuvent s'amuser avec nous et en fait la Terre sera un grand laboratoire pour eux et ferait des expériences. Ou tout cela en même temps, ça peut être tout en même temps aussi. Donc bon, voilà, c'est ces différentes possibilités qui sont plus logiques. Ça apporte plus de réponses et c'est plus clair. Tandis que la théorie de Darwin, c'est illogique. Il y a aucune, on ne descend pas tous d'un organisme unicellulaire, c'est impossible.
puisque ça n'est pas logique, ça se re- revérifie pas dans tout ce qu'on peut avoir dans la nature. Si c'était ça, bon, donc on aurait pu le prouver, mais donc effectivement, il n'y a aucune preuve. Donc aussi, comme j'ai dit, je vais écrire un livre pour pouvoir prouver tout ce que j'ai dit. Donc j'ai répertorié toutes les erreurs, toutes les fraudes, toutes les incohérences, et aussi en fin de livre, je vais proposer donc une ouverture sur une éventuelle possibilité autre, plus logique, qui puisse expliquer l'apparition de la vie, puisque cette théorie ne tient pas du tout la route et c'est un forçage aussi bien au niveau de l'évolution de l'homme que de l'évolution des espèces en général. C'est du grand n'importe quoi. C'est mon point de vue et c'est même pas un point de vue, c'est un fait qu'on peut vérifier. Voilà. Donc aussi pour donc apporter une touche un peu plus moderne, je dirais euh, un peu plus en fait de science-fiction comme j'ai l'habitude de le faire. Donc il est prévu que normalement donc le milliardaire Elon Musk fera donc un voyage touristique autour de la Lune et donc il y aurait deux célébrités anonymes, on ne sait pas c'est qui pour l'instant, qui vont faire le tour de la Lune dans une navette. Donc ça serait soit pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc cet événement va en fait sonner le début du tourisme spatial. Donc à partir du moment où l'humanité va commencer à aller dans l'espace, ils pourront plus en fait nous cacher le fait qu'il y a d'autres espèces qui naviguent aussi dans notre système. On sera obligé d'être au courant puisque si on va aller jusqu'à Mars, forcément on va les croiser, ça c'est sûr et certain. Donc c'est mon point de vue, mais je vous parie que si ça se fait assez rapidement dans les années à venir, bah, ils vont se montrer. Mais aussi, il faut que l'homme change sa manière de cohabiter avec son environnement, puisque il y a beaucoup de scientifiques qui s'alarment actuellement, comme vous voyez, donc il y a une très forte augmentation de la température. Donc si on ne change pas individuellement notre manière de vivre, bah, on risque peut-être de tous disparaître, puisque c'est important de faire attention à son environnement, puisque la Terre, si elle s'énerve, elle va pas rigoler avec nous. Euh, Puisque si un raz-de-marée de 15 mètres se met en marche, même au niveau de l'Europe, ça risque de faire beaucoup de dégâts, puisque imaginez-vous que si la fonte des glaces se met en marche, dû à un effet de serre trop important et aux effets de gaz qui sont émis par tous les véhicules, donc ça risque de pas rigoler. C'est pour ça que si vous avez les moyens, c'est dans les gestes quotidiens qu'on peut changer l'avenir de la Terre. Donc si vous avez les moyens d'acheter un nouveau véhicule, n'achetez plus de véhicules qui fonctionnent au diesel ou au gasoil. C'est le pire truc à faire. C'est peut-être un geste anodin pour vous parce que c'est comme ça que fonctionne le système. Tout le monde a ce type de voiture, ça ne consomme pas, mais pourtant ça fait beaucoup de dégâts. Donc si vous utilisez en fait une voiture qui est soit hybride ou soit électrique, et ben déjà c'est une petite pierre que vous mettez, mais ça fait toute la différence si tout le monde fait la même chose. Donc c'est juste une manière d'appréhender la vie et l'avenir qui peut changer toute la donne en fait. Mais il faut que tout le monde fasse en même temps, donc c'est pas gagné d'avance, mais il y a quand même un effort qui est quand même en train de se faire en ce moment. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je reviendrai. Donc c'était une petite vidéo rappel par rapport à tout ce que j'avais pu dire sur Darwin. C'était important de le dire que donc d'une que j'allais écrire un livre sur le sujet puisque les paroles s'envolent et les écrits restent. Et de deux, donc je vais faire d'autres aussi révélations du futur comme d'habitude, mais comme j'ai des obligations, donc en ce moment j'essaye de faire le minimum, mais aussi de vous tenir au courant de tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir grâce à mes travaux que je fais donc à mes heures perdues. Donc voilà, mais je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard pour une prochaine aventure. Salut!